Il parut alors une beauté à la cour, qui attira les yeux de tout le monde, et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite, puisqu'elle donna l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. Elle était de la même maison que le vidame de Chartres, et une des plus grandes héritières de France. Son père était mort jeune, et il avait laissé sous la conduite de madame de Chartres sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à l'éducation de sa fille. Mais elle ne travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté, elle songea aussi à lui donner de la vertu et à lui rendre aimable. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Madame de Chartres avait une opinion opposée. Elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour. Elle lui montrait ce qu'il a d'agréable, pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux. Elle lui contait le peu de sincérité des hommes, leurs tromperies et leur infidélité, les malheurs domestiques où plongent les engagements. Et elle lui faisait voir, d'un autre côté, quelle tranquillité suivait la vie d'une honnête femme, et combien la vertu donnait d'éclat et d'élévation à une personne qui n'avait de la beauté et de la naissance. Mais elle lui faisait voir aussi combien il était difficile de conserver cette vertu, que par une extrême défiance de soi-même et par un grand soin de s'attacher à ce qui seul peut faire le bonheur d'une femme, qui est d'aimer son mari et d'en être aimée. Cette héritière était alors un des grands partis qu'il y eut en France. Et quoiqu'elle fût dans une extrême jeunesse, l'on avait déjà proposé plusieurs mariages. Madame de Chartres, qui était extrêmement glorieuse, ne trouvait presque rien digne de sa fille. Lorsqu'elle arriva, la vidame alla au-devant d'elle. Il fut surpris de la grande beauté de mademoiselle de Chartres, et il en fut surpris avec raison. La blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui donnaient un éclat que l'on n'a jamais vu qu'à elle. Tous ses traits étaient réguliers, et son visage et sa personne étaient pleins de grâce et de charme. Madame de Lafayette utilise l'hyperbole dans ce texte. On le voit dans ses exemples. Une beauté à la cour qui attira les yeux de tout le monde. Une beauté parfaite. Elle donna l'admiration là où l'on était accoutumé à voir de belles personnes. Madame de Chartres est représentée comme une gentille, bonne et honnête femme. Le fait que soudainement le temps passe du passé au présent nous fait ressentir que l'auteur se rapproche de nous pour nous parler directement, chose qui est, au XVIIe siècle, très novateur. Madame de Chartres offre une éducation bien construite à sa fille. Elle ne lui inculque pas seulement les valeurs de base, elle lui apprend aussi les secrets de l'amour et de la vie adulte. À la ligne 7, la conjonction de coordination mais montre à quel point Madame de Chartres sort de l'ordinaire. À la ligne 17, le mais met en contradiction la joie d'être une femme, mais aussi la difficulté. Regardons de la ligne 22 à la ligne 27. Je lis. Cette héritière était alors un des grands partis qu'il y eut en France. Et quoiqu'elle fût dans une extrême jeunesse, l'on avait déjà proposé plusieurs mariages. Madame de Chartres, qui était extrêmement glorieuse, ne trouvait presque rien digne de sa fille. On voit en ces lignes que la popularité de Madame de Chartres était telle qu'elle ne pouvait pas se permettre de marier sa fille à un non digne. Au début et à la fin du texte, on parle de la beauté du personnage. Mais à aucun moment dans ce texte, il n'y a de description précise sur le personnage. On ne connaît pas la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, sa taille, les habits qu'elle pourrait porter,
Cela montre donc que l'auteur attache peu d'importance au physique et beaucoup au mental. En tout cas, merci d'avoir écouté mon travail. Je m'excuse de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions, car je n'ai pas lu le livre. Bien entendu, je compte le lire. Nice.